De toute manière, excusez-moi. Je vous accompagne. Non, non, je vous en prie, ce n'est pas la peine. Bonne journée. Quoi qu'il se passe, la seule chose que je te demande, c'est de prendre ta décision en écoutant ton cœur et non ton manque d'assurance. Je suis convaincue que Ramiro t'adore. Mon amour, est-ce que ça va mieux? Oui. Je suis très triste pour Valeria. Ça a été très douloureux de l'avoir vidé tout son bureau. La fondation ne sera pas la même sans elle. Ma chérie, Valeria n'est pas seule. Nous sommes là pour elle. Je te promets que nous allons tout arranger. Je me sens en sécurité seulement dans tes bras, mon amour. Et nous resterons comme ça toute notre vie. Toute. On va s'asseoir? Ouais. Je suis fatiguée. Tu te sens mal? J'ai mal à la jambe, mais ça va vite passer. Tu peux m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Oui, 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 bien sûr. Voilà, mon amour. Merci beaucoup. Bois. Merci. Tu devrais ôter ta prothèse pour te reposer un peu. Non. Non, non, il ne vaut mieux pas. Ma chérie, tu es avec moi. Sois tranquille. J'ai vraiment peur De quoi? que tu me vois. De ne pas te plaire. Écoute, tu n'as rien à craindre. Je t'aime tel que tu es. Je peux. Ton téléphone. Tu devrais répondre. Si c'était Valeria. Allô? Ramiro? Oui, qui est-ce? Je sais que ça fait très longtemps, mais je suis sûre que tu reconnais encore le son de ma voix. Il ne manque plus que quelques jours, mon amour. Très bientôt, je vais devenir ta femme. Oui. Je n'ai jamais aimé personne. Personne autant que toi, mon amour. Je n'ai jamais aimé personne autant que toi. Personne. Ramiro, que se passe-t-il? Pourquoi tu fais cette tête? Qui est-ce? J'arrive pas à y croire, c'est impossible. Je suis à l'hôtel Del Bosque, dans la chambre 306. Viens me voir. Mon amour? Qui était-ce? Pardonne-moi, Anna-Laura, c'est une urgence. Je te dépose chez Valeria et je viendrai te chercher Non. plus tard. Ça te va? Non, dis-moi ce qui se passe, tu m'inquiètes. Ne t'inquiète pas, mon amour, je t'expliquerai. Allons-y, allons-y, viens. Viens. Je l'ai bien fait, n'est-ce pas? Tu vois? Je t'avais dit que tu ne regretterais pas ton choix. Ma voix doit beaucoup ressembler à celle de cette femme parce que je suis certaine que ton amie m'a confondue avec elle. Merci. Alors cette fois, on y va? On est là pour ça, non?
fait, misérable? Qu'as-tu fait? À quoi diable est-ce que tu joues? Hein? Où est-elle? Où est Gina? Ramiro, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit de venir. C'était elle, Ramiro? Je suis certain que c'était elle. Gina n'est pas morte. Moi aussi, j'ai reçu cet appel, mais c'est impossible que ce soit elle. Quelqu'un nous a tendu un piège. De quoi tu parles? Dans la baignoire, il y a une femme. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. Elle est morte. C'est comme ça que la police a trouvé le corps de Gina. Ramiro? Mais qu'est-ce qui se passe? L'assassin de Gina, le salopard qui l'a tué, c'est lui qui est derrière tout ça. Merci beaucoup d'être venu. Je ne m'habitue pas à te voir ainsi. Cette coiffure, ces vêtements... Tu es avec moi, avec Santiago. Peu importe les vêtements ou la coiffure, mon amour. Regarde-moi, c'est moi. J'ai beau te regarder... Ah, je ne sais rien, je ne sais plus rien. La dernière fois que tu es venu me voir, tu étais Marcelo. Calme-toi, mon amour, calme-toi, tout va bien se passer. Ne joue pas comme ça avec moi, je t'en supplie. Qui es-tu en ce moment? Santiago? Marcelo? Ana Lucia. Les témoins d'outre-mer sur France O, bonjour et merci d'être avec nous. L'on parle de musique aujourd'hui, de festival précisément. Il en existe partout et pour tous les goûts ou presque. Nos invités en sont fans ou contribuent à leur tenue. On en parlera ensemble. Direction l'île de la Réunion avec vos témoignages postés sur eltom.fr. Évidemment, Émeric Berco nous accompagne tout au long de l'émission. Salut Émeric. Salut Karine, alors moi je suis un grand fan de festivals, c'est pour ça que je vais vous parler de 3 festivals qui d'après moi ont changé le monde. Ça marche. Gaël Mallet nous propose aujourd'hui un tour du monde des festivals. Salut Gaël. Salut Karine, je vous ferai découvrir des festivals plus spectaculaires les uns que les autres. On fera une première escale en Thaïlande où les singes sont mis à l'honneur le temps d'un festival. Puis on ira au Portugal pour découvrir des artistes qui façonnent le sable et en font en fait des œuvres d'art monumentales. C'est noté. En cuisine, c'est Yinlin qui nous accompagne cette semaine. Salut Yinlin. Salut, aujourd'hui je vous fais une recette typique de la Réunion. Ok, l'image du jour nous arrive de Nouvelle-Calédonie et elle est sportive. On parlera de street workouts. Et puis la minute drôle, signée aujourd'hui YOLO. Vous connaissez le menu du jour, les témoins d'outre-mer, c'est parti. Est-ce que vous êtes adepte de festival, Yinlin? Ah oui, j'adore. Oui, le dernier c'était quand? L'été dernier. Une anecdote particulière, un souvenir? Ah oui, la queue de 3 km pour aller aux toilettes. C'était Ça vraiment calme. dur. Ah oui, carrément, ouais. Ça vous a pris combien de temps? Enfin, c'est fou, on s'arrête dessus, mais c'est pas anodin. Ah ben, une heure, le temps d'un concert. 1 heure. Voilà, et d'un coup, je comprends pourquoi j'aime pas trop les festivals. Non, je rigole. On va cuisiner, évidemment, aujourd'hui la commande du jour avec Grégory Cuiron depuis La Réunion.
Salut Yinine, je suis actuellement à Saint-Paul à l'île de la Réunion, il y a beaucoup de vent. Et écoute, je me suis régalé avec les bouchons crevettes, mais je sais pas comment les faire. Tu pourrais m'apprendre? Des bouchons aux crevettes. Et salut Grégory et merci pour cette contribution. Alors Yinline, est-ce que c'est compliqué à faire? Moi, ça ne me parle pas du tout d'emblée là. Mais c'est pas compliqué du tout. Je sais les manger. C'est une recette typique de la Réunion qui a des origines qui viennent d'Asie, bien sûr. Et ça a été réadapté avec l'immigration de la population asiatique à la Réunion. D'accord. Alors il nous faut quoi? Alors pour faire cette recette de bouchons aux crevettes, alors il nous faut des crevettes. Je mets un petit peu de farce de porc et c'est cette farce que je vais assaisonner, donc avec un petit peu de sauce poisson, un petit peu de sauce soja, un petit peu de fécule et du gingembre. D'accord. Et si on veut que ça soit 100% fruits de mer, entre guillemets, parce que là, c'est obligatoire le porc ou... Non, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'à La Réunion, on les mange beaucoup au porc. D'accord. Et c'est pour la tenue aussi, peut-être? Oui, exactement, oui. On va faire quelque chose de plutôt joli. On a une farce au centre et une petite crevette qui dépasse. Voilà. D'accord. Du piment, du gingembre, ça va piquer, tout ça? Oui, c'est ça, parce que j'accompagne ça avec une sauce pimentée faite exprès pour vous, Karine. C'est sympa, c'est gentil. Elle se fait comment, cette sauce? Alors, c'est une sauce fruitée, parce que j'adore les sauces fruitées exotiques, avec de la papaye, du citron vert, de l'échalote et du piment oiseau. D'accord, du piment séché. C'est ça, séché. Ça fait l'affaire aussi. Ça fait l'affaire aussi, c'est souvent ce qu'on a dans nos placards, donc c'est quand même pratique quand on n'a pas de piment frais à la maison. Bon, après, si vous avez un jardin, ma foi, profitez-en, ça marche aussi. Oui. C'est parti pour la recette, Yinline, et puis la grande discussion d'Eltom, on y vient évidemment. Wheel of Green, les vieilles charrues, le festival californien de Coachella. Outre-mer, il y a aussi le festival de jazz de Fort-de-France, le Sakifo Musique de la Réunion, et je pourrais passer des heures à les citer, tant il en existe. L'on parle donc aujourd'hui de festival de musique, juste après ça. Les vieilles charrues, les francopholies ou encore Solidays, en France, le nombre de festivals de musique ne cesse de croître. En 2015, on en a recensé 1887. Rien que ces 2 dernières années, 132 petits nouveaux ont fait leur apparition. En moyenne, les 100 festivals les plus importants sont âgés de 20 ans, durent 6 jours, génèrent 17 828 entrées payantes pour un prix du billet de 26 €. En 2017, c'est près de 7 millions de festivaliers, soit 1 Français sur 10 qui sont allés écouter de la musique en live. En Outre-mer également, les festivals tiennent une place importante. Sakifo à La Réunion, Terre de Blues en Guadeloupe ou Black Woodstock en Nouvelle-Calédonie. Alors les festivals, simples spectacles ou véritables symboles du vivre ensemble, on en parle tout de suite sur le plateau des Témoins d'Outre-mer. Évidemment, on en parle avec nos invités autour de la table aujourd'hui. Ronnie Olanor, bonjour. Bonjour. Vous êtes musicologue. D'abord, quelle est la différence fondamentale entre un concert, un simple concert et un festival? Alors le festival réunit plusieurs axes en fait, contrairement à un concert, généralement c'est le musicien qui présente son œuvre, son projet, etc. Dans le festival, on a tout un ensemble. Il y a des concerts, il y a aussi des conférences, des débats, il y a des ateliers qui peuvent être animés et il y a aussi des rencontres avec les artistes. Donc il peut y avoir aussi des showcases. Et l'autre particularité des festivals, c'est qu'il peut y avoir aussi des petites scènes. Donc il y a les grandes scènes où on découvre les têtes d'affiche, entre guillemets, et il peut y avoir des petites scènes qui se multiplient soit dans la ville ou dans l'endroit où ça se fait, où on peut découvrir d'autres artistes montants ou qui proposent d'autres choses alternatives. Ouais, donc ça peut être un véritable événement en tout cas. C'est un véritable événement. C'est ce qu'on verra pendant cette émission. Aymeric, ils pensent à quoi les internautes quand on leur dit festival? C'est vrai qu'on peut penser à beaucoup de choses quand on pense festival, Karine. Est-ce que c'est tout d'abord bonne musique, partage et convivialité, mode et selfie, plaisir et défoulement? Regardez les résultats de notre question Eltom avec 45% pour les téléspectateurs de notre émission. C'est avant tout de la bonne musique, 34% plaisir et défoulement, je confirme. Partage et convivialité, 17%. Et mode et selfie, 4%. Bon, tout ça. Ouais, non, mais tout ça est dedans en même temps. C'est un peu si on vient au festival juste pour faire mode et selfie, quand même, c'est problématique. C'est un peu dommage, mais ça existe. Au concert, on voit tout le monde faire des photos plutôt que de profiter. C'est un peu dommage, on a envie de les jeter tous ces téléphones. Vous voulez les jeter, vous êtes un peu violente. Mais non, je suis hyper délicate. Joe Camps, bonjour. Bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes journaliste freelance, mais surtout passionné de musique. Exactement. Et vous revenez du festival de Coachella en Californie. J'ai encore il a gardé son bracelet. Oui, je suis cette personne qui garde les bracelets même 3 semaines après. Vous savez qu'à un moment, ça ne sent plus très bon. Exactement. Mais là, ça va encore. Je pense que j'ai encore un tout petit peu de réponse. Il y a pas de problème après. C'est ça. Voilà. Donc pour l'instant, je le garde encore. Blague à part, c'était comment? C'était génial. Je pense que les 4 catégories qu'on vient de voir, moi personnellement, j'ai pu faire tout ça. Donc j'ai fait aussi mode selfie. Oui, parce que c'est vraiment. Mais non, mais c'est un peu le festival grandeur nature.
encore plus grand que grandeur nature. C'est immense, il y a des artistes énormes. Juste pour vous donner une idée, les têtes d'affiche cette année, c'était Eminem, Beyoncé. The Weeknd et Beyoncé. Et il y avait d'autres artistes peut-être un peu moins établis, mais qui étaient vraiment impressionnants à voir aussi. Je me suis éclaté. On voit les images d'ailleurs de votre compte Instagram. C'est vous là? Ouais, on dirait un peu les années 70, mais c'est bon. Non, mais ça marche aussi, c'est pas grave, vous étiez loin de la France, c'est pas bien gênant. Non, mais c'est la période pour tester plein de choses. Et ça montre que le look, c'est important dans les festivals aussi. Ah, mais totalement. Moi, personnellement, j'ai toujours rêvé de le faire. J'ai fait mes cheveux bleus. C'est quelque chose que j'ai pu faire là-bas et que je ne pourrais pas faire ici. C'était une première, ouais. Comme je dis, j'ai toujours rêvé d'y aller et ça m'a pas déçu du tout. Qu'est-ce qui vous a attiré tout particulièrement? Souvent, pour Coachella, les passionnés en tout cas, attendent de connaître l'affiche avant d'y aller. Ça a été le cas pour vous? Ça a été le cas. Après, c'est toujours, comme par exemple, tout de suite, je ne connais pas l'affiche de l'année prochaine, mais je suis déjà en train de me dire que j'aimerais beaucoup y aller. Parce qu'au final, c'est l'éclectisme qu'on peut y trouver. Il y a des artistes, mais totalement différents d'une scène à une autre. Et moi, en tant que passionné de musique, c'est les découvertes même d'artistes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont peut-être moins établis. Et vous dites qu'en gros, le nom du festival est désormais plus important même que la line-up qu'elle va proposer après. Oui, exactement. Ah, il faut décoder un line-up. Merci de parler français. Le plateau d'artistes qui est présent, qu'on appelle donc la line-up dans les festivals. Voilà. Le festival est devenu vraiment très important. Voilà. On fait confiance. C'est ça. Oui, on y va les yeux fermés. Parce qu'on sait que c'est un rendez-vous. Il y aura du lourd au rendez-vous de toute manière. Exactement. D'accord. Théo Sulpice, bonjour. Vous êtes chanteur polynésien, on vous connaît très bien sûr sur le plateau d'Eltom. Alors à Tahiti, le Heiva est considéré comme étant un festival. Vous y prenez part régulièrement. Racontez-nous un peu ce que l'on ressent sur scène lors de ces prestations. Alors, le Heiva, c'est déjà un moment de partage et en même temps de représentation d'histoire. Donc c'est un petit peu différent des festivals qu'on fait en métropole. En Polynésie, le Heiva, c'est un moment où on doit aborder un sujet important de l'ancienne époque. Chaque groupe se mobilise, il y a une énergie positive qui vient de tous les vallées, où tu as des groupes de 200, 250 personnes de chacun, et puis après on trouve un vieux ou alors un bon auteur pour trouver bien sûr le thème qu'il faut pour chaque groupe, et travailler sur les costumes qui est bien spécifique d'ailleurs sur le thème qui correspond au thème. Donc c'est vraiment pas juste de la musique. Non, c'est pas juste de la musique. Il y a aussi une histoire à aller raconter sur le Heiva. En fait, c'est ça le Heiva. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, on y reviendra. Philippe, je viens à vous dans un court instant. Mais d'abord, les festivals, c'est parfois, souvent, des bénévoles qui sont dans le lot et qui permettent à tout ça d'exister. C'est le cas d'Émilie Pio, elle est étudiante à La Réunion. Festival, musique et vivre ensemble. Chaque année à La Réunion, le festival Electropical rassemble entre 6 et 8 000 personnes. Ce festival qui s'est déroulé du 2 au 5 mai dernier est devenu un événement incontournable sur l'île. Il a soufflé ses 10 bougies cette année. Émilie Pio, étudiante et bénévole pour le festival Electropical, est une habituée de ce rendez-vous des amoureux de l'électro. Moi, ça fait depuis 2015 que je suis bénévole pour les Electropicales. J'ai commencé avec une amie, elle m'a conseillé de la suivre dans le mouvement et je me suis dit pourquoi pas. Et au final, l'expérience était tellement bonne que je l'ai refait tous les ans jusqu'à là, au mois de mai. On est pour la 10e édition. De base, moi, je suis pas une grande fan d'électro et j'ai commencé à aimer ça en devenant bénévole pour ce festival. Le bénévolat en lui-même, c'est ce qui m'intéressait à l'origine. C'est pour ça que j'ai fait bénévole pour les Electropicales. J'ai accroché tout de suite avec beaucoup de monde, on s'entendait super bien et jusqu'à aujourd'hui on est encore amis. On s'entend toujours tous aussi bien, on est très solidaires et il y a une ambiance de fou, il y a beaucoup de dynamique et c'est vraiment génial. Moi je pense que c'est vraiment ça qui ameute les gens en particulier, c'est le fait de pouvoir rencontrer des gens super cool et de s'entendre aussi bien et que ça reste au final avec les années, on est toujours potes et c'est génial. Au total, 40 artistes locaux et internationaux se sont partagés les platines. Et les Réunionnais n'ont pas fini de faire la fête. L'autre grand rendez-vous important à La Réunion est le festival Sakifo, qui se déroule du 1er au 3 juin 2018. Philippe John, bonjour. Vous êtes donc réunionnais, ça vous parlait, hein, ce qu'on a entendu à l'instant, puisque vous avez participé plusieurs fois au Sakifo, donc ce festival de musique à La Réunion. Et vous me disiez d'ailleurs pendant la diffusion de cette vidéo, Sakifo, c'est ça qu'il faut, en fait. En créole, oui, tout à fait. Ouais, non, mais ça parle à tout le monde là d'un coup. Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans le fait d'aller à un festival, quel qu'il soit ?
Et quel qu'il soit, bah déjà la line-up, oui, les artistes, Ça y est, maintenant on a décodé. Hein. Maintenant, c'est la line-up. La liste d'artistes. Je ne connaissais pas il y a 5 minutes. Mais bon. Les artistes, l'ambiance, l'effervescence, les rencontres. On est là pour écouter de la musique, pour être dans un événement festif. Moi, ça, j'adore. Après, pour le sac qu'il faut, plus précisément, il y a la plage, le sable, des artistes de dingue. Enfin, j'ai pu voir Lieu d'Hélice, Stromae, Célassou, et j'en passe. Et puis, Tout ça lors d'un même événement, en plus. C'est ça qui est fait, particulièrement sur intéressant. Des scènes aussi grandes que petites, des DJ. Et en plus, j'imagine que pour un artiste, avoir comme date Île de la Réunion... comme événement, ça donne envie d'y aller. Oui, forcément. Plus encore qu'un concert, il y a vraiment quelque chose qui se passe lors d'un festival. On déconnecte. On déconnecte, on essaie du moins. Joe à côté, il fait. Ah ben, d'accord. Et moi, bon, j'en ai fait plusieurs, mais pour parler de celui-ci, de Coachella, c'est vrai que c'est dans le désert, donc on se sent vraiment en communion et un peu seul au monde, quoi. On est un peu isolé à cet endroit et on vit cet instant, ce moment tous ensemble. C'est marrant parce qu'on cherche à se déconnecter en allant précisément dans le désert, loin de chez nous et tout en restant connecté évidemment avec tous nos smartphones et autres. En faisant mode et selfie. En faisant mode et selfie qui est arrivé à 4% me semble-t-il dans le sondage d'Emeric. Mais puisque vous avez la parole, Joe, la beauté du rassemblement de Coachella, c'est qu'on peut aussi rester campé sur place. Exactement. Me semble-t-il, ça a été votre cas? Exactement, ouais. Moi j'ai campé sur place et il y a toute une vie en fait. Ça devient un petit village pendant quelques jours et il y a eu une très grosse ambiance dans le camping, quoi. Ouais. Et après elle se transpose dans le festival juste après. Vous avez l'impression d'être en vacances quand c'est le camping et tout ça? Ouais, bah, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Après, bon, moi je sais que j'étais allé là-bas aussi pour travailler, donc il y avait un temps pour tout, disons, mais... ma foi, à joindre l'utile à l'agréable. Exactement. C'est toujours assez sympa. Mais oui, carrément, c'est la fête. Alors, Ronnie, il y en a de plus en plus de festivals à travers le monde. En France, près de 2000, on entendait à l'instant. Ils se multiplient, le public répond présent à chaque fois ou presque. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui attire tant le public à des festivals, selon vous? Selon moi, c'est la découverte. Oui. C'est la découverte et le rassemblement. Musical. Alors, il y a différents types de festivals. Il y a musique, il y a art et spectacle, donc il y a danse, théâtre, etc. Mais aussi littérature, poésie, et il y a même aussi cuisine, ce que je disais tout à l'heure, des festivals autour de la cuisine et tout, qui se différencie complètement des salons et autres. C'est vraiment quelque chose de spécifique qu'on retrouve dans le concept, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot, du festival, qui est la découverte et le rassemblement de tous. Et en même temps, il y a ça, il y a aussi une volonté des pouvoirs publics de les multiplier. Et justement, j'encourage à ce que ça se fasse de plus en plus et encore plus toute l'année des festivals, tout le temps, et pas que à la période de festivals. Juillet, août, c'est des festivals. Non, mais toute l'année, faisons des festivals. Toute l'année, réunissons-nous autour de la culture. Toute l'année, réunissons-nous autour de la découverte. Surtout qu'il y a une vraie demande. Donc Mais carrément, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande au niveau public. Au niveau artistique, parce qu'il ne faut pas oublier que la culture est quand même une chose qui fait vivre le tourisme, donc une économie qui est très forte, qui est développée autour de la culture et forcément autour du festival. Le festival est un gros point, comme vous avez expliqué tout à l'heure, où on se rencontre, où beaucoup de choses sont mises en avant. Et il faut savoir que les festivals sont beaucoup soutenus par les associations de personnes, donc des citoyens. Donc encore là, on met, on va dire, le peuple ou les gens à service de la culture, pour la culture, avec la culture. Donc c'est tout le monde qui est dedans, tout le monde qui est concerné. Et ça, il faut vraiment qu'on le garde et qu'on le multiplie. C'est sûr qu'il faut une vraie volonté pour la tenue de festivals, clairement. C'est même un métier aussi. Absolument. Voilà, il y a des directeurs de festivals. Il y a un directeur pour le festival de Cannes, un directeur pour le festival de tout. Parce qu'il faut savoir qu'un festival est généralement organisé, voire 2 ans à l'avance. 1 an à 2 ans à l'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une tête d'affiche là, mais il faut savoir qu'il y a 2 ans qu'on avait déjà prévu de les... Ah oui, c'est des mois de préparation, puisque ça met en avant toute la machine culturelle. Bien sûr. Voilà. On voit basiquement la recherche d'artistes, peut-être les trouver, les faire venir, mais c'est pas mal de choses en fait finalement l'organisation d'un festival. Voilà. C'est du réseau, du réseautage, de la communication, tous les corps de métier y vont quoi. Vous parliez de l'aspect artistique tout à l'heure. Est-ce que vous diriez qu'artistiquement parlant, ça peut être un défi pour les chanteurs, les groupes qui viennent se produire à un festival par rapport à un concert? Artistiquement, je vais d'abord répondre oui à votre question, mais je dirais que ça va encore plus loin que ça.
c'est oui artistiquement, mais oui aussi pour le créateur du festival, oui aussi pour le directeur du festival. Et ça, oui. Oui, non, mais ça, on comprend bien que pour la personne qui organise, là où les personnes. Mais dans la mesure où un festival, ce sont plusieurs artistes qui s'enchaînent finalement sur scène et qui doivent séduire, convaincre rapidement, moins qu'à un concert, plus pardon qu'à un concert où le public est venu pour nous et uniquement pour nous. Donc est-ce que là, ça devient vraiment un défi pour l'artiste, un défi majeur de séduire, de convaincre en peu de temps, moi, je dirais de s'imposer face aux autres? Moi, je dirais oui, forcément. Enfin, je pense qu'il pourrait mieux répondre à la question que moi, parce qu'il est vraiment non. Moi, j'accompagne. Alors, j'ai joué pour des festivals, j'ai accompagné ou j'ai joué en mon nom aussi pour des festivals, ça, il n'y a pas de souci. Mais si je rappelle de manière personnelle, quand je viens à un festival, c'est vraiment montrer la meilleure partie de moi-même. Tout simplement. Oui, mais là, pour le coup, il faut la montrer vite. La montrer vite et bien. Mais c'est ça, c'est ça. Ah non, justement, on ne veut pas parler de compétition. Si on parle d'art, surtout si on parle d'art et de musique, pour moi, en tout cas, ça c'est un parti pris. L'histoire de compétition, là, on oublie. Théo, votre avis sur la question? En fait, les artistes viennent, parfois quand ils viennent faire le spectacle, ils voient ça. Ils voient un peu cet aspect, un peu compétition. Si l'autre salle est plus, l'autre groupe est plus applaudi que l'autre, il va essayer de mettre toute son énergie pour qu'il soit applaudi. Donc ça devient une compétition. Elle, quand elles viennent, non. Elles ne viennent pas pour ça. Le public, quand elle vient pour l'ensemble. Ah non, pas le public, hein, je parlais des artistes. Oui, non, mais justement. Oui. Mais le public, elle ne vient pas pour ça. Oui. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une petite rivalité sans qu'on aperçoive, mais voilà. Chacun dans le petit groupe, dans le coin, dans la loge. T'as vu les autres? En coulisses, il y a eu 30 secondes de plus d'applaudissements. C'est clair. D'un point de vue artistique, d'après moi, je pense qu'il y a un gros enjeu. Surtout en ce moment, les festivals musicaux, par exemple, se popularisent vraiment beaucoup. Et on voit justement les artistes qui redoublent d'efforts pour faire un show grandiose. Là, sur Coachella cette année, c'était donc il y avait Beyoncé, comme je disais tout à l'heure, et le show était monumental. Et c'était à la hauteur de ce qu'elle peut faire dans un stade aujourd'hui. Il faut que c'est un festival de renommée désormais aussi. Voilà, quand on vient à Coachella, on attend ce show. Justement. Je pense bien, et je pense que ça va devenir le cas de plus en plus. Donc je pense qu'il y aura d'autant plus de démarches artistiques au niveau des personnes qui vont se produire à ces festivals dorénavant, je pense bien. Aymeric, votre top 3 des festivals. C'est dur de faire. J'ai pas envie de me fâcher avec qui que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a des festivals qui ont marqué, des festivals dont on a entendu parler, qu'on n'a même pas forcément vécu nous-mêmes. C'est le cas de Woodstock. J'ai envie de vous parler de Woodstock, forcément. On va démarrer ce bonus avec Woodstock. C'est un festival emblématique des années 60. Personne n'était né pour Woodstock sur ce plateau, il me semble. Non, même pas au vu. Voilà. Et pourtant, tout le monde a entendu parler de Woodstock. Regardez ces images. C'était quand même le symbole de la contre-culture et de la culture hippie. Il a eu lieu, petit rappel, petit fait historique, entre le 15 et le 18 août 1969. C'était à Bethel, aux États-Unis, dans un contexte de tension raciale dans le pays. C'est un événement qui est donc allé à contre-courant avec une philosophie de tolérance et de paix. Et c'est un lieu qui comptait accueillir un petit nombre de festivaliers à la base, mais finalement ils se sont retrouvés débordés avec près d'un demi-million de personnes qui étaient sur place, obligeant donc les organisateurs à rendre le festival gratuit. C'est dans l'histoire. Il a réuni les plus grands artistes de rock, folk, soul, blues de l'époque, notamment Jimi Hendrix. Et même s'il y a eu 3 morts accidentelles, l'événement n'a vraiment connu aucune violence et a même été témoin de 2 naissances d'enfants. Il y a 2 autres éditions qui ont eu lieu. C'était en 1994 et en 1999, mais la plus emblématique, c'est forcément celle de 1969. Autre festival dont je vais vous parler, retour en France, avec Solidays, qui fête d'ailleurs les 20 ans de Solidays cette année, dont les bénéfices sont reversés au profit de la lutte contre le sida. Et en quelques chiffres, Solidays, et vous voyez ces grandes images assez impressionnantes, c'est le 2e plus important festival de musique actuel en France. C'est 2,8 millions de festivaliers sensibilisés en 19 ans. Et c'est surtout un très bel outil de sensibilisation des jeunes aux questions de santé, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est pas qu'un festival musical. Il y a beaucoup d'engagements qui sont faits, il y a des conférences, il y a des débats, des expositions, des conférences, ateliers de prévention. C'est festival, effectivement, c'est ce que disait Ronnie. Oui. Et allez voir Solidays cette année pour les 20 ans, parce qu'il y aura du beau monde. Il y aura Amadou et Mariam, il y a une belle line-up, Karine. Il y aura Niska, il y aura Chaka Ponte, il y aura du beau monde. Et enfin, on va terminer avec Wheel of Green, parce que c'est beau de parler également d'écologie dans Eltom. On va le faire parce que c'est le plus récent de ces festivals que je vous cite. Ça se passe au Bois de Vincennes, plus de 70 000 festivaliers. Et depuis sa création, Wheel of Green, il met en avant justement ce modèle avec l'écologie qui est au cœur de ce festival, l'utilisation d'énergie 100% renouvelable avec de l'eau, des déchets, de l'alimentation, les transports. Et en plus des concerts d'artistes, ce festival propose également, un peu comme Solidays, toute une série d'entretiens avec des conférences qui ont lieu, des tables rondes qui sensibilisent le public aux enjeux de la biodiversité, de l'écologie et du respect de la planète. Donc voilà, on salue Wheel of Green et je vous encourage à aller voir la prochaine édition. Ces festivals militants, ça a vraiment un sens. Théo, ça vous parle, hein? Oui, parce qu'en fait, j'ai collaboré un peu avec Solidays. J'ai travaillé un peu avec eux.
ou à laquelle on a fait venir de Tahiti 50 000 fleurs de tiare, parce qu'il y a l'aspect festival avec des grands artistes sur la grande scène, mais il y a aussi ceux qui squattent, qui sont venus pour dormir et partager ce moment pendant 3 jours avec eux. Il faut aussi occuper d'eux. Oui, juste vivre l'ambiance du moment. Voilà, pour mettre de l'ambiance et tout. Donc on a dû travailler avec eux, faire des spectacles, des animations et tout, pendant que le festival s'arrête. C'est un travail immense, énorme. Philippe, on a parlé de We Love Green, de Solidays. Est-ce que ça vous parle, ces festivals militants, justement? Est-ce que vous y faites tout particulièrement attention ou c'est la musique, rien que la musique, les artistes, rien que les artistes? Bien sûr, oui. Tout ce qui dit sensibilisation, tout ce qui dit Solidays, j'adore justement parce qu'effectivement, c'est tout nouveau, ça, de sensibiliser des festivaliers sur une thématique en particulier. Pas que aller s'amuser, il faut que ça ait du boire sens des pour coups, vous. il faut que ça ait du sens, Oui. ouais, bien sûr. Vous parlez de Solidays, il y a eu 80 000 préservatifs qui ont été distribués chaque jour pendant Solidays. J'espère que ça aura été utile, ma foi, parce que c'est bien beau de les... Non, mais c'est vrai, je suis très sérieuse. Parce que... Non, mais... C'est la prévention. D'accord, je suis positive, non, mais il faut que ça le soit, parce qu'on parle très sérieusement de quelque chose qui tue encore, malheureusement. Loris et Nelson sont tous les deux DJ à Paris et ils nous parlent des festivals vécus de l'intérieur. On a eu l'année dernière l'opportunité de faire 3 festivals. Le premier, c'était le Festival de Fort-de-France en Martinique, la première partie de Mister Vegas. Le deuxième, c'était la Holiday Inn en Guadeloupe. Et le troisième, c'était Bacafest en Martinique. Donc ces festivals nous ont permis de montrer ce qu'on savait faire. Ça nous a aussi permis de toucher des personnes dont on ne pensait pas vraiment toucher. Par exemple, à Fort-de-France, on a eu l'occasion de toucher de 7 à 77 ans. Et la majeure partie des retours, c'était des personnes âgées. Ça, c'était une belle satisfaction parce que ça fait toujours plaisir de voir que les grands de chez nous, c'est une grosse pression qu'on soit à la maison, aient validé notre prestation. En faisant ces festivals, on a vraiment eu la confirmation qu'un DJ pouvait être un artiste. Shendo Gang. Alors c'est bien de les entendre parler, mais ça donne quoi en live? Écoutez. Call 911. Watch out. Could a bad man never walk with DJ wine man I walk with. Kill any song boy them quick. Shot in your head that turn your rinsing targets. Could a dish a damn never walk with. DJ wine man I walk with. Right. Wow. Et là, je me suis vue au soleil, avec les lunettes et tout. Le problème, c'est qu'on a envie d'aller danser, là. Ah non, mais c'est clair, je quitte le plateau, là. On va parler sous, en fait, Joe. Je lisais sur Coachella que le pass pouvait atteindre 350 $. Je suis loin de la réalité ou... Assez loin de la réalité, parce que ça commence à 400, en fait. Ah ouais. Alors, merci, je passe mon tour. Ça vous a coûté combien, ce festival? J'ai eu la chance d'être accrédité. D'accord. Donc c'est génial. Privilégié. Vos voisins de festival, ils ont payé combien? Justement, c'est très drôle parce que sur le chemin du retour, j'ai rencontré dans l'avion un garçon qui était aussi au festival et qui lui a payé 1 000 € pour un pass VIP pour 3 jours. Ça comprend quoi? Ça comprend uniquement la l'entrée. scène où il y a... Ah oui, à ce prix-là, on mange pas, on boit pas, on ne dort Et pas. après, il faut payer 1 000 € en plus pour l'hôtel, par exemple. Et le camping, c'est autre chose, c'est un peu moins cher. Mais il faut, c'est un petit budget quand même. On parle du Graal du festival et ça se passe à l'étranger. Si voilà. Oui, évidemment. Voilà, mais dans les 1 000 €, il y avait le billet d'avion ou c'était uniquement... Non. C'est un investissement. C'est un investissement. Et c'est pour ça que quand on y va, il faut le faire à fond. Voilà. Tant qu'à faire, oui. Il faut faire mode et selfie, comme je dis depuis tout à l'heure. Histoire d'avoir des souvenirs, parce qu'on ne sait pas si on va y retourner. Exactement. Philippe, vous pourriez payer autant pour un festival? Ça vous est déjà arrivé d'ailleurs? Pas encore, mais j'économise. Enfin, on va J'économise. Oui, mais j'aimerais beaucoup. Oui. Des gros festivals comme ça, internationaux, oui. Pas que se cantonner à la France, mais c'est vrai que c'est une chance de pouvoir dépenser dans un billet d'avion, dans un hébergement, puis Coachella, c'est quelque chose à faire. En tout cas pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire et j'ai fait ce qu'il fallait, quoi. Oui, sans regret. Quoi. Sans regret. En même temps, avec un pass. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Après, donc, disons que c'est à côté de Palm Springs et c'est à 3 heures de Los Angeles en voiture.
Donc il y a quand même un petit road trip à faire avant d'arriver là-bas, quoi. Mais c'était agréable. Et je tiens à rassurer les téléspectateurs sur les festivals comme Solidays ou Love Green, ça dépasse largement, enfin ça dépasse moins de 150 €. Oui. Et vous avez 3 jours, donc c'est une centaine de concerts. Ce qui est déjà un budget. Hein. Déjà un budget. 150 €. Quand on regarde tout le nombre d'artistes qu'on peut aller voir. Évidemment, ça vaut le coup. Évidemment, c'est rentabilisé en très peu de notes, j'ai envie de dire, mais c'est déjà un budget, évidemment. Mais on est loin des 1000 € de Coachella. 1000 € sans billet d'avion, donc on y va à la nage, accessoirement. Ronnie, on pourrait penser que plus un festival est d'ampleur, moins on peut savourer, enfin en tout cas peut-être je pourrais penser, que moins on peut savourer les notes peut-être de musique, la qualité sonore. Est-ce que je me trompe? Oui. Oui. Ah oui. Ah, c'est sûr que vous vous trompez. Oui, donc musicalement parlant, on n'y perd rien. Comparativement à un concert dans une salle fermée. On n'y perd absolument rien musicalement. Et je dirais même plus qu'on en gagne encore plus, puisque là, il y a d'autres personnes qui viennent, qu'on ne connaissait pas, et on avait des petites découvertes et tout, mais comme tout le monde va venir. Musicalement parlant. Mais sur un point de vue musical, non. C'est du côté coupé du monde. En fait, si vous voulez, quand il y a un festival ou même un concert, pour le coup, ça, on peut rencontrer ça dans les deux cas. Il y a la communication avec le public, qui est très important. Donc la vibration que le public il emmène, et donc vivons ensemble, voilà. Et il y a les deux qui sont mis là. Donc quand il y a plein d'artistes qui sont là, donc plein de personnes aussi, donc musicalement, c'est le top, quoi. C'est le feu. Donc on ne perd pas, au contraire on en gagne, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Théo, est-ce que l'aspect fondamentalement culturel dont vous parliez tout à l'heure pour le Heiva en Polynésie, est-ce que une personne venue de l'extérieur peut facilement s'y retrouver, s'intégrer, s'adapter à ce festival qui diffère quand même beaucoup des autres dont on parle depuis tout à l'heure? Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Polynésie, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour danser, on appelle ce qu'on appelle le Oritaiti, mais la plupart ils viennent de l'extérieur. Il y a à peu près 40% des Japonaises, des Américaines, des Mexicaines, des Allemandes qui viennent à Tahiti, qui passent pendant 6 mois pour faire des répétitions avec les groupes, juste pour passer 2 heures de Heiva, quoi, de cette manifestation. Elle est, je sais pas, parce qu'il y a une énergie qui rassemble cette danse incroyable, parce que c'est ce qui explique peut-être la popularité de cette danse aujourd'hui. Elle est interprétée partout dans le monde. Au Japon, tu as plus de 250 groupes de danse tahitienne. C'est du jamais vu. Tu vois, en Chine, pareil, il y a autant. Alors donc, elle vient de là, elle vient peut-être de cette expression à laquelle lorsque les coachs apprennent aux gens à danser, qu'il y a une signification entre l'histoire et la gestuelle doit être interprétée. Elles sont indissociables. Donc, ce qui fait que elle est compréhensible comme danse, comme musique également, et ce qui donne peut-être à tous ces gens de l'étranger de vouloir découvrir davantage et rentrer dans des groupes pendant 6 mois à rester à donc c'est vraiment un feeling, une émotion qui passe et pas besoin de mots, quoi. C'est ça. Tout simplement. Écoutez, Lauriane Saint-Louis, elle est étudiante à Paris, adepte de festivals accessoirement. Les festivals, c'est toujours un moment de ferveur, de fête et surtout d'union parce que tu te retrouves souvent avec des gens qui ont les mêmes goûts que toi, souvent des goûts musicaux, mais même, et puis ça rassemble les gens autour du même thème. Je sais qu'en Martinique, il y a un festival où quand j'y suis, franchement, je vois tous les Caribéens en train de... On se connaît pas, mais on fait la fête ensemble, ça casse des barrières et tout. Et puis comme ça dure surtout 3 jours, t'es dans une petite bulle, dans un petit cocon de vacances où tu fais la fête tout le temps. C'est beaucoup plus amusant que le simple fait d'écouter de la musique avec ses potes. Il y a vraiment les mêmes mots qui reviennent régulièrement, l'aspect vacances, déconnexion, en fait c'est vraiment un bonheur. Émeric, il existe un concours des meilleurs festivals. Ouais, ça y est, il y a tellement de festivals qui oui, ça y est. Ça va vous plaire, ça s'appelle tout simplement les Festival Awards, qui récompensent les meilleurs festivals de France et d'outre-mer, avec différentes catégories, comme celle du meilleur festival, du meilleur petit festival aussi, ou encore celle du meilleur camping. À savoir d'ailleurs que parmi les nominés, vous allez le voir, il y a un festival ultramarin qui s'appelle le Black Woodstock Rock and Art Festival, qui a lieu en Nouvelle-Calédonie
du côté de Moindou. Il était d'ailleurs en lice pour la catégorie meilleur micro-festival et meilleur camping. Cette dernière catégorie a d'ailleurs été remportée, sachez-le, en 2017 par le Cabaret Vert. Le Cabaret Vert, c'est le meilleur camping d'après les Festival Awards. Ça se passe à Charleville-Mézières et ça a été suite au vote des internautes qui l'ont vraiment propulsé. Et ils proposent en fait pendant les 5 jours du festival des services variés pour aider les campeurs, vous allez voir les images, à monter, à démonter leurs tentes. Il limite aussi la production de déchets parce qu'il a aussi ce côté vert, un petit peu comme We Love Green. Il met en place des stands de production locaux pour l'alimentation. C'est un véritable camping durable et vert et puis surtout une très très bonne ambiance. Je pense que vous y étiez. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'ambiance du camping au Cabaret Vert pendant qu'on voit quelques images? C'est fou. C'est fou et ouais. Non mais ce qui est très drôle, c'est que la partie camping, on déconnecte totalement au final même de la partie musique, art qu'il peut avoir de l'autre côté. Et c'est un camp de vacances quoi. Ouais. Et c'est vraiment agréable. C'est très agréable et les gens pour le coup se rencontrent et commencent à parler, à échanger sur plein de choses et c'est assez impressionnant. Par contre, on a très chaud sur le camping, Karine, et en fait, ils vont faire une opération grâce à un crowdfunding qui s'appelle Adopte ton arbre pour avoir un petit peu plus d'ombre sur le camping. Ça va avoir lieu cette année. La prochaine édition, elle est entre le 23 et le 26 août prochain. Vous pourrez entre autres applaudir Booba, Phoenix, Damso, DJ Snake. Il y a une très belle line-up. Je voudrais rebondir un peu sur ce qu'il a dit sur le Festival de Musique Award. En fait, on est un peu en retard en France parce que il y a 20 ans, notre groupe avait gagné le premier prix de la Musique Festival Award de Pacifique en Allemagne. Eh ben alors, Émeric. C'était il y a 20 ans. Oui, mais il n'y avait pas Internet pour véhiculer tout ça, pour voter et tout. Pour dire qu'il a gagné, quoi. J'aime bien le petit message subliminal, ouais. Ma foi, c'est dit. Ça, c'est fait. Ouais, exactement, ouais. À mon université. À mon université, en fait, quand j'étais en licence, il y a eu aussi un festival au niveau parce que moi, université, musicologie, etc. Oui. Et art de spectacle. Hein. Donc, on a fait un gros festival. Et on a gagné aussi un prix pour donc, quelqu'un d'autre a gagné. Au lycée. Oui. Non, parce que c'est le moment, papa, maman, je suis à la télé, j'ai gagné. C'est comme si... Philippe, on entendait Lauriane Saint-Louis tout à l'heure dire que les barrières tombent lors d'un festival. C'est aussi votre avis? Il n'y a plus de langue, d'âge? Il n'y a plus de temps, oui, la temporalité. Ah, il n'y a plus de temps, ça on a compris. Ah, hein, je crois qu'on est déconnecté. On est en immersion totale, soit dans un engagement, soit dans une ambiance... c'est vrai, les rencontres sont intenses, ça dure pas très longtemps. Y compris si les personnes ne parlent pas la même langue? Ça vous est déjà arrivé? L'anglais, c'est toujours la meilleure des facilités. Il faut, sur des festivals internationaux, j'imagine que ça aide énormément. Oui. Après, je sais pas si... Pour moi, on est vraiment unis par la musique, quoi, et par le moment présent. Je pense que c'est, c'est une bénédiction et une malédiction, si on peut dire, dans le sens où ça va peut-être durer ce moment-là. C'est pas sûr que ça perdure. Voilà. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est même sûr que ça ne perdurera pas. On ne peut pas retrouver la même ambiance au-delà d'un festival. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire des rencontres et peut-être connecter et dire on va se revoir, on se reverra et on peut en effet se revoir. Mais il faut pas forcément, il faut pas y compter, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le moment, c'est fort et c'est beau, quoi. Carpe diem. C'est vraiment tout ce qui compte, quoi. Savourer l'instant présent. Ronnie, vous serez ce mois-ci au Caribéenne de mai. Dites-nous en plus. À Caribéenne de mai, donc c'est pendant tout le mois de mai au Baiser Salé à Châtelet. Oui. Il y a une programmation autour des artistes caribéens qui font du jazz et voilà tout ce qu'il y a. Mario Canonge, Tricia Evie qui est venue récemment sur le plateau. Et là, j'aurai la chance d'accompagner Max Silla. Oui. Donc, un flûtiste. Le père des flûtes des morts, donc une personnalité extraordinaire. Et aussi une autre personnalité très extraordinaire qui est Joachim Desormeaux le 18 mai. Donc avec Max Silla le 10 mai au Baiser Salé à Châtelet à 21h. Et le 18, je ferai partie des invités de Joachim Desormeaux. Donc ça s'étale sur tout le mois, jusqu'au début du mois de juin aussi, me semble-t-il d'ailleurs. Ça s'assimile à vos yeux à un festival d'une certaine façon, du fait que ça dure? Oui. Même si c'est dans un club de jazz. Voilà, en fait, chaque festival a sa particularité. La particularité de ce festival-là, c'est qu'il est long. Il n'est pas sur 1, 2, 3 jours, une semaine. Il est très très long, il est pendant tout le mois. Et pendant tout le mois, on peut découvrir tous ceux qui pratiquent la musique caribéenne. Donc il n'y a pas forcément que les Caribéens, mais tous ceux qui participent à cette culture-là, qui interprètent cette culture-là, ils sont invités et on peut les découvrir. Donc on peut même prendre certainement des passes ou autre chose pour tout le mois. Et voilà, j'encourage.
Donc ça se passe au Baiser Salé. Au Baiser Salé. À Châtelet. À Châtelet, pendant tout le mois de mai, les Caribéennes de mai. Est-ce que vous diriez, messieurs, parce que je ne suis entourée que d'hommes, ma foi, aller voir des artistes, les mêmes artistes sur différentes scènes, dans l'Hexagone ou Outre-mer, il y a forcément quelque chose de différent qui se passe pourvu que ça soit un festival? Il y a une ambiance différente à chaque fois? Je pense bien, ouais. Oui. Ouais, sinon, Émeric, vous battez pas. Généralement, ça se passe en extérieur et je pense que rien que ça change la donne totalement, quoi. Qu'importe qu'on aille voir les mêmes artistes à un moment ou à un autre. Ce sera pas la même chose. C'est bête, hein, mais rien que dans le vestimentaire déjà, ce sera pas la même chose. Je pense qu'il y a un côté beaucoup plus libre, beaucoup plus roots même, faut se le dire, pendant un festival, je pense, à mon sens. Philippe, vous partagez cet avis? Faire un festival en bord de mer ou dans le désert, j'imagine que c'est bien différent du climat, de l'environnement. Et c'est vrai que les gens auront tendance à avoir d'autres avantages, d'autres envies de s'amuser. D'autres attitudes aussi, peut-être. Attitudes, oui. Enfin, plus des toilettes sèches à Will of Green que... Détail important. Oui, c'est sûr. Théo, Ronnie? Moi, Votre avis sur les je pense festivals que c'est vrai qu'aller voir, moi j'ai des gens qui viennent voir un peu dans différents festivals. Par exemple, le festival de Montoire, c'est un des plus grands festivals de France d'échanges culturels. Et c'est énorme cette salle avec différents groupes. Les organisateurs, ils font un travail fabuleux de pouvoir faire venir tous les groupes des étrangers, des groupes de 40 personnes à chaque fois financés, mais je ne sais pas comment ils trouvent les finances pour financer tous ces groupes-là, mais c'est des grosses... On y parlait des collectivités tout à l'heure. Voilà, donc il y a un moyen financier énorme parce que c'est des groupes qui arrivent de Pérou, qui arrivent de la Russie, de n'importe où, des groupes de 40 personnes. Alors il y a toute une organisation, des autocars et tout. Je félicite et en même temps, il n'y a pas que l'organisateur, il y a aussi des bénévoles. Il y a énormément de gens qui travaillent pour rien. Absolument. Tu vois, pour que l'événement dans leur ville se fait. Mais c'est vraiment formidable. Tu vois, Oui, rapidement, Ronnie. En fait, il y a plusieurs types de festivals et j'encourage, moi, les gens à aller voir tout type de festival. On ne va pas se cantonner qu'à la musique, parce que c'est ça qu'on entend principalement, mais tous les types de festivals sont importants et d'ailleurs, il faut qu'il y en ait encore plus. Oui, puis plus de festivals. Plusieurs types de spectateurs aussi et tout ça, ça fait voilà, absolument. Tout le monde est d'accord autour de la culture. La culture, c'est vraiment l'art du vivre ensemble. Tout le monde est d'accord le temps de festival en tout cas et ça, c'est vraiment bien. Il a Minute Drôle, Yolo, qui nous propose aujourd'hui une galerie de personnages que l'on peut croiser à des festivals. Mais ça va là! Ça fait de bonne place là! Il faut monter la tente et puis on attend 3 semaines. Ça va passer vite. Oh là là, ça passe vite. Ah! Oh, smoothie! Qu'est-ce que tu veux pas? Pourquoi tu me regardes alors? J'ai pas le droit de danser? J'ai pas le droit de danser, c'est ce que tu me dis? Hein? Plaisante! Pourquoi tu rigoles pas? Pourquoi tu rigoles pas? C'est l'éclat! Non, je m'en fous du concert. Voilà, merci, bonne journée. En fait, on dirait que Yolo, il a identifié tous nos invités du jour. On ne dira pas qui. Hein. On ne dira pas qui. Pas du tout, mais moi j'ai vu. La recette du jour, donc des bouchons à la crevette. C'est ça. Yinlin. J'ai mis mes gants. Qu'est-ce que je peux faire? Super. Alors, on va commencer par assaisonner la farce. Donc là, j'ai une farce de porc. D'accord. On va faire ça ensemble. Hein. Oui, on va mettre mieux, de la ciboule. D'accord. Alors, si vous n'avez pas ça, oui, là, vous pouvez tout mettre là. Si on n'a pas ça, quoi? Si on n'a pas ça à la maison, on peut remplacer ça par de l'oignon nouveau. D'accord. Ça marche très bien. Ok. Alors là, j'ai déjà râpé un petit peu de gingembre. Ok. Là, pareil, c'est un peu au feeling, entre guillemets. Hein, j'ai envie de dire, on en met tant qu'on veut ou vaut mieux pas se lâcher non plus pour ne... C'est une question de goût, mais c'est vrai que là, le gingembre est très important parce que la viande de porc, ça a toujours un petit goût. Hein. D'accord. Donc, un peu fort. Et le gingembre va permettre d'atténuer ça. D'accord. Ah, c'est bon à savoir. Et oui. Ok. Ensuite, on va saler cette farce. On la sale avec
Il est où le sel? Un petit peu de d'accord. sauce poisson et un petit peu de sauce soja. Alors c'est déjà salé, ça c'est pour ça qu'en fait je n'ajoute pas de sel. Oui, bien de sûr. sel Les de deux table. sont salés, hein, Les d'ailleurs. deux sont Oui, oui. salés, voilà. Je mets tout? Là, vous Non, pouvez oui. presque tout mettre. D'accord. C'est vrai que c'est déjà très parfumé en plus. Donc, Et là, le soja, on met pas tout, hein, parce que c'est quand Non. même très très salé. Là, on non va mettre 3 cuillères à soupe à peu près. Ok. Hop. Alors, si on n'a pas de gnoc mam, de soja à la maison, est-ce que le sel fait l'affaire ou alors il faudra relever la viande avec autre chose peut-être? Alors, le sel fait l'affaire, c'est vrai. Après, vous n'aurez pas exactement le même goût. D'accord. Ce sera moins savoureux, quoi. Ça sera moins savoureux. Voilà. ok. C'est vrai que la sauce soja, ça donne vraiment ce petit goût. Et puis, c'est ça, finalement, la petite touche asiatique qui a été gardée dans cette spécialité. Ouais, donc, tant qu'à faire des bouchons, on les fait comme il faut. Voilà, c'est ça. C'est Exactement. ça, en fait. D'accord. Alors là, la farce, elle est prête. On Oui. va ajouter juste un tout petit peu de fécule. Alors, de la fécule de manioc, c'est très bien. Alors, juste un petit peu. Allez-y, encore un petit peu. Hop. Alors, à quoi elle sert, cette fécule? C'est parce qu'en fait, la farce de porc est souvent sèche. Et c'est ça qui va garder l'humidité pour avoir un petit bouchon qui est vraiment moelleux. D'accord. Alors, Aussi c'est de la parti. tenue, accessoirement. Je vais vous montrer. Je vais vous laisser on fait ça. continuer pendant qu'Émeric va nous parler un peu de sport, ma foi, il aime bien ça. Allez, on enchaîne sur les bouchées, l'image Surtout du pensez jour. à vous pour l'image du jour, Karine. Regardez, elle nous vient de la première en Nouvelle-Calédonie, ça va vous plaire. Là-bas, les jeunes ne vont plus se muscler à la salle, mais dehors. On en parlait justement il y a quelques jours dans Eltom. On appelle ça le street workout. Grâce à des espaces aménagés en extérieur, ils passent leur journée à s'entraîner et à se muscler à travers des figures d'équilibre et des exercices sur des barres d'exercice ou au sol, en défiant vraiment les lois de la pesanteur. Ils nous feraient presque croire que tout est facile, aérien et léger. Pourquoi vous pensez à moi quand vous parlez sport? J'ai pas trop compris le message subliminal. Oui, vous comprendrez, Karine. Ouais, c'est ça, on en parle après l'émission. Merci Émeric pour l'image du jour. La revue du monde, Gaël Mallet. On commence avec les États-Unis où se tient chaque année un festival spectaculaire. Alors après les festivals de musique, on en prend plein les oreilles. Je vous propose de découvrir un festival qui vous en mettra plein les yeux cette fois-ci. Pour cela, on va prendre de la hauteur avec le festival de Montgolfière d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Des centaines de gros ballons à air chaud colorent le ciel du Grand Ouest américain. Vous allez le voir, c'est un spectacle magique. Regardez. Aux États-Unis, un festival de haut vol. Près de 550 montgolfières se sont envolées lors de la dernière fiesta internationale des montgolfières d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Chaque année, depuis 1972, le ciel d'Albuquerque se pare de couleurs et rassemble des dizaines de milliers de visiteurs venus du monde entier. Au programme, un festival musical, des feux d'artifice et bien sûr le décollage de montgolfières. Et la ville d'Albuquerque est l'endroit idéal pour ce festival si particulier, comme nous l'explique son porte-parole, Tom Garrity. Albuquerque est particulièrement connu pour sa boîte d'Albuquerque, un phénomène météorologique qui permet aux montgolfières de décoller et d'atterrir au même endroit. Ce phénomène est provoqué par les monts Sandia à l'est et le Rio Grande à l'ouest. En octobre, on peut voir aussi des jours parfaits pour voler à Albuquerque. Donc, entre les vents légers, des températures douces et la boîte, Albuquerque est l'endroit parfait pour voler en montgolfière. Si vous souhaitez y assister, vous pouvez dès à présent réserver vos places pour la prochaine édition prévue en octobre. Ça me donne bien envie. Allez, on regagne la terre ferme, Gaël, destination le Portugal. Et là, il faut être minutieux et rigoureux. Exactement, je vous emmène dans la région d'Algarve, au sud du Portugal, et vous propose de plonger vos pieds dans le sable chaud et fin des plages de Pera. Je sais que ça vous manque. La torture. Un sable qui prend vie grâce à des artistes venus du monde entier. Ils transforment le sable en de véritables œuvres d'art, comme on peut le voir ici. Et cela le temps d'un festival. C'est l'incontournable festival des sculptures de sable. Des heures de travail et de concentration pour obtenir ce résultat qui est époustouflant, étendu sur 15 000 mètres carrés. Et chaque année, les artistes doivent respecter un thème. Et d'ailleurs, Lisa, l'organisatrice, nous en dit plus sur le sujet. Au cours des 15 dernières années, nous avons abordé plusieurs thèmes, comme Hollywood, la découverte. Cette année, nous avons rendu hommage au 7e art. Les techniques des sculptures de sable sont incroyables, car elles nous permettent de construire tout un tas de sculptures différentes avec seulement de l'eau
et du sable. Ce qu'il y a de magnifique aussi, c'est que nous utilisons toujours le même sable pour construire des sculptures uniques. On en détruit une, puis on en façonne une nouvelle. C'est un changement continu. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Donc bien mieux que des mots, je vous propose de regarder une vidéo de ce festival spectaculaire. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome night. Et la nuit justement, on voit il y a des faisceaux colorés qui illuminent ces sculptures qui effectivement ont un tout autre relief. Et chaque nuit en fait on a des comédiens mais aussi des danseurs qui déambulent dans les allées du festival et ils confèrent une toute autre ambiance à ce festival. Vous pouvez découvrir ces merveilleuses sculptures chaque année de mai à octobre. À ne pas manquer si vous passez cet été du côté de la région d'Algarve. C'est noté ma foi, un autre festival de sculpture mais d'un tout autre genre et ça se passe en Chine. Alors choc thermique assuré après le sable, direction Harbin dans le nord-est de la Chine où les habitants en fait ont décidé de faire de leur température polaire en hiver, on frôle les moins 30 degrés, un atout, tout simplement grâce au festival de sculpture de glace et neige, un événement qui donne à la ville des allures de cité de glace comme on peut le voir donc sur ces images. Chaque année depuis maintenant 34 ans, de janvier à février, des artistes du monde entier y participent, leurs œuvres monumentales, il y a des châteaux, des toboggans qui sont sculptés, peuvent atteindre même 40 mètres de hauteur, ce n'est pas rien. Des œuvres exposées sur 750 000 mètres carrés. Vous pouvez parcourir l'espace en patin à glace ou sinon à la luge. C'est assez original ou pas. Et à la nuit tombée, justement, l'ambiance devient féerique. Regardez. Une ambiance vraiment magique qui ferait presque oublier les moins 30 degrés ressentis, Karine. Presque. Un autre festival insolite et populaire en Thaïlande. Direction la province de Lopburi, qui est au nord-est de la capitale Bangkok. On est à 6000 km de l'île de la Réunion. La Thaïlande est d'ailleurs très prisée comme destination par les Réunionnais. Lopburi est surnommée la ville des singes. Il n'est pas rare effectivement de croiser en Thaïlande en fait des statues érigées en leur honneur. Ce sont des animaux sacrés. On leur rend même hommage à travers un festival. Donc c'est le festival du buffet des singes, un gargantuesque buffet dressé pour l'occasion avec 4000 kilos de nourriture végétarienne, des fruits et légumes dressés au pied des temples. Rien que pour ces petits primates. On écoute Geneviève, une blogueuse qui a assisté à cet événement et elle nous livre la symbolique de ce festival. Le singe est l'incarnation du dieu Hanuman dans les contes sur le roi Rama. On dit que Hanuman a sauvé la princesse. C'est pour cette raison qu'il est considéré comme le saint patron de la ville de Lopburi. Plus de 3000 singes viennent à ce buffet. Celui-ci a été organisé pour la première fois en 1999 par un hôtelier et avec l'aide de l'autorité du tourisme de Thaïlande pour développer l'activité touristique dans la province de Lopburi. Et ça marche, l'événement en fait attire des milliers de visiteurs depuis 30 ans. Alors Karine, si Geneviève vous a convaincu pour assister à ce festival, sachez que les prochaines festivités auront lieu le 29 et 30 novembre. Il fait plus chaud là, c'est noté, je garde. Merci pour ce tour du monde Gaël. Appel à témoin, Émeric. Oui Karine, on parlera bientôt de la passion du cyclisme, ce sera dans Eltom. Alors si vous êtes un passionné de cyclisme et pour vous le cyclisme c'est avant tout la compétition et le dépassement de soi, ou est-ce qu'au contraire, pour vous vélo rime avec balade, eh bien partagez votre expérience. Envoyez-nous vos contributions, ça se passe sur eltom.fr, on vous attend ici, c'est votre émission. Et si vélo rime avec aucun équilibre, je tombe à tous les coups, je peux témoigner. Vous pouvez témoigner aussi Karine, on attend votre témoignage. Bon alors je rassure tout le monde, je n'ai pas fait les bouchées, j'ai juste assaisonné la viande, sinon ce serait pas aussi beau. Alors on rappelle la recette du jour, pendant qu'on fait passer les assiettes, je vous en prie, Yenneline bien sûr, donc des bouchées aux crevettes. C'est ça, des bouchées aux crevettes, donc avec une farce de porc où j'ai mis une petite crevette
à l'intérieur. Je les ai fait cuire à la vapeur et j'ai mis en dessous une petite feuille de kombava. Ça me permet en fait d'éviter de mettre un papier sulfure, ça évite que ça colle. Et en plus, ça parfume. Exactement. Ça se mange ou pas? Alors, vaut mieux la retirer, c'est quand même un petit peu épaisse. Hein. Vous pouvez manger la feuille avec. Non, mais je demande au cas où. Et donc, c'est la viande de porc qui est assaisonnée. C'est ça. Pas la crevette, pour le coup, qui a donc son goût naturel, j'ai envie de dire. Oui, Voilà. exactement. Et puis, petite sauce légèrement pimentée. Légèrement Gentillette. pimentée, c'est ça. C'est une base de papaye avec du piment, du citron. On mixe le tout, on fait un petit caramel, on verse dessus et en 2 minutes, c'est cuit. D'accord. Et donc, la cuisson vapeur, combien de temps? 10 minutes. Peut-être que vous l'avez dit, j'ai pas entendu. 10 minutes, d'accord. c'est vraiment très très rapide. On surveille ou surtout on évite d'ouvrir justement pendant la cuisson? Alors moi, j'ouvre pas du tout, je laisse. D'accord. Je laisse. Ok, bon, ben, ma foi. Et ça se passe tout seul. Je vous assure, c'est vraiment aussi simple que ça. Est-ce que tout le monde a une assiette là? Oui, c'est bon. Eh ben, ma foi. Alors, est-ce que vous avez des couverts? Hop. On va goûter tout ça. La recette, bien sûr, est à votre disposition sur le site d'Eltom, eltom.fr. Recette signée Yinlin aujourd'hui. C'est bon? Une assiette? Eh oui. Une assiette. Voilà. Hop. Merci d'avoir été avec nous. Découvert, Théo? Pardon. Merci d'avoir été avec nous. L'émission est rediffusée ce soir à 18h55, évidemment. Je vous souhaite une excellente journée sur France O. Émeric, t'as le droit. Hein? T'as le droit. T'as le droit. Votre soirée Histoire d'Outre-mer. 20h55, les derniers épisodes de votre série documentaire, suivis d'un débat avec Fabrice Dalméda. 23h30, ils l'ont aimé, ils le déclament. Hommage à Aimé Césaire, le poète de la négritude. Les routes de l'esclavage. Spécial Aimé Césaire, bonne soirée. Villa Verde, jardinerie, décoration, animalerie. La météo sur France O avec Villa Verde, mon jardin d'idées. Bonjour à tous, bienvenue dans votre bulletin Outre-mer. Allez, un petit tour dans les dom-toms comme chaque jour et on commence par l'océan Atlantique et la Guadeloupe où le temps reste clément au nord. Bon, les pluies s'imposent au sud, c'est vrai, mais ça reste doux, 22 le matin, 30 l'après-midi. En Martinique, là, en revanche, le mauvais temps s'installe. À Sainte-Anne, avec un peu de chance, le soleil devrait réussir à percer entre les orages. Et puis en Guyane, les jours se suivent et se ressemblent. On aura des nuages, de la pluie et des orages au programme de cette journée, 22 le matin, 30 l'après-midi. Et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le beau temps semble s'installer, les températures sont stationnaires, 1 degré le matin jusqu'à 7 degrés l'après-midi. On continue avec l'océan Indien et la Réunion où on aura un franc et beau soleil partout. Quelques nuages vont se former en cours de journée, mais franchement ce sera inoffensif. 21 le matin, 29 l'après-midi. Et à Mayotte, le ciel sera à peine voilé. Très belle et très douce journée en perspective. 24 le matin jusqu'à 31 degrés l'après-midi sous abri. On termine avec l'océan Pacifique, la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, où le soleil résiste. Les nuages seront un petit peu plus nombreux au sud, mais franchement l'impression de beau temps sera réelle. À Wallis et Futuna, là en revanche ça va rester très perturbé, encore de bonnes averses et des coups de tonnerre. Et puis en Polynésie, on devrait quand même atteindre les 30 degrés, mais ça va rester très humide et orageux. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. À demain. Villa Verde, jardinerie, décoration, animalerie. La météo sur France O avec Villa Verde, mon jardin d'idées. Votre fiction avec Swiss Life, assurance et gestion de patrimoine. Retrouvez votre fiction avec le Suzuki S-Cross, SUV familial. Bernard Lecoq est un célibataire endurci. Et l'arrivée d'une demi-sœur n'arrange rien à son cas. Qu'est-ce que vous faites ici? Bruno! Bonjour! Je te présente ta sœur. Elle va bousculer toutes ses petites habitudes. Non! Ne touchez pas aux objets. Ça va mettre un petit peu de vie dans ton décor de magazine. Ne balade pas à poil comme ça. Il va falloir trouver une solution parce que là, ça va pas être possible.
La famille recomposée décompose Bernard Lecoq dans Frères et Sœurs, samedi à 20h55 sur France O. À peine une centaine de cas de dengue en 2017, presque 2600 depuis janvier à La Réunion. L'Organisation mondiale de la santé dénonce une épidémie sans précédent. La maladie transmise par le moustique est très invalidante. Elle provoque fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, nausées dans le meilleur des cas. J'avais mal partout, j'avais des courbatures, tout ça. Et puis je tremblais. Je tremblais, je pouvais pas rester debout. On compte déjà une 60aine d'hospitalisations et le pire est à venir selon ce spécialiste. Pour l'instant, quand on a 2 ou 3 cas qui arrivent par jour, ça va, c'est gérable. Mais il y a un moment où l'épidémie risque de flamber, on va être confronté effectivement à un problème d'effectifs, à un problème de place en aval, ça c'est évident. Le virus est très présent dans l'ouest de l'île, notamment à Saint-Paul, une zone très touristique. Les autorités appellent les vacanciers à surveiller d'éventuels symptômes à leur retour. Il y a 116 ans, la ville de Saint-Pierre était rayée de la carte par l'éruption volcanique de la montagne Pelée. En moins de 3 minutes, 30 000 personnes perdront la vie. Aujourd'hui, des commémorations timides sont organisées aux 4 coins de la ville. Ça n'a pas l'ampleur que ça devrait avoir pour une ville-lumière. On a un petit pincement au cœur, hein. On pense au nombre de morts, de sinistrés, de disparus. C'est dur, hein. Les nuées ardentes déferlant à 500 km/h ne laisseront aucune chance à la population. Il n'y aura que 3 survivants. Aujourd'hui, pour se souvenir de ce jour noir, le musée de la commune était entièrement gratuit. C'est ma grand-mère qui m'avait raconté un petit peu qu'elle était toute jeune et elle est partie avec sa maman et ils ont marché jusqu'à Sainte-Marie. La communauté scientifique ignorait qu'un volcan pouvait exploser. Une dizaine d'épaves reposent encore au fond de la baie. Seul le Belém, dernier 3-mâts français en activité, échappera à la catastrophe. En Guadeloupe, l'accès à l'îlet Blanc au large de Sainte-Rose est interdit jusqu'à la fin du mois d'août pour permettre aux oiseaux marins de s'y reproduire. Cette mesure prise tous les ans est bien ancrée dans les esprits. Puisque c'est interdit, on ne va plus du tout y aller pendant 4 mois et on a remplacé cet arrêt par un autre arrêt dans le lagon. Ce banc de sable est apparu après le passage du cyclone Hugo. C'est l'unique couveuse de la Petite Sterne et de la Sterne de Dougal. Les oiseaux qui sont posés, c'est soit qui se reposent, soit qui sont en train de couver les poussins, s'occuper des poussins ou couver les œufs. Donc voilà, le moindre dérangement va poser des problèmes parce que les poussins, s'ils restent trop longtemps au soleil, ils vont prendre un coup de soleil et peuvent mourir. Pour protéger les oiseaux, un périmètre de sécurité a été instauré. Les contrevenants risquent une amende allant jusqu'à 750 €. Trouver le bon partenaire, ce n'est pas toujours facile. Les yeux sont importants. Le pli des lèvres. T'es pas mon genre, tocard. Je te déçois? Va chier. Il faudrait être un saint pour pouvoir te supporter. Pourtant, c'est essentiel. Vous êtes séduisant, vous êtes drôle, vous êtes libre, vous êtes tout, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec vous? Je suis là, moi. Je vais te consoler. Tu vas m'aider, toi, moi. Et ça peut tout changer. Prends ma main. Prends les mains qu'on te tend. En clair, France TV est le premier partenaire du cinéma. T'as entendu? Au XVIIIe siècle, la guerre du sucre ouvre une nouvelle route de l'esclavage entre l'Afrique et les îles Caraïbes. 74% des esclaves déportés l'ont été à cause du sucre. Retrouvons l'épisode 3 de notre série documentaire Événements. N'oublions pas que l'État tire des revenus considérables des plantations. Suivi d'un débat où je recevrai l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault et les historiens Myriam Cotias et François Durper. Les routes de l'esclavage. 2 docs, un débat, ce soir à 20h55 sur France O.
petit bimoteur vient d'atterrir à Apataki, un atoll de l'archipel des Tuamotu en Polynésie française. Mais nous sommes loin d'être arrivés à destination. Car nous allons chez Aroari, chez Hassan et chez Alfred, leur fils, sur l'îlot Tamaro, à 30 minutes de bateau par temps calme, où nous attendent Pauline, la femme d'Alfred, et Tony, leur fils. En général, le voyageur qui arrive dans les atolls les plus isolés des Tuamotu se trouve nez à nez avec ça. Mais il ne s'attend sûrement pas à trouver ça. Ça, c'est un chantier de carénage sur l'îlot Tamaro, dans l'atoll d'Apataki, au milieu de nulle part. Aroari, Hassan, Alfred, Pauline, Tony et les autres formaient une famille classique de perliculteurs sans histoire. Mais la crise de la perle est passée par là. On a commencé la ferme perlière en 87. C'était les années où la perliculture est arrivée au summum. Et où les perles se vendaient très bien, on avait nos acheteurs à nous, je greffais moi-même les nappes. La nappe nous a donné beaucoup de bonheur. C'est quoi le bonheur? Eh ben, la vie, on a presque avoir tout ce qu'on a besoin, quoi. Il manque de rien, quoi. Jusqu'en 97, quand le gouvernement a instauré le système de cartes, le système de garde-fous, jusqu'à les banques, là, la perliculture, elle a commencé à chuter. Et c'est là qu'on a décidé de faire autre chose après 2004. Ma grand-mère, ma maman, mon père qui m'ont appris comment vivre sur un moto. Parce qu'avant, j'étais habitué, qu'un échec, magasin, qu'un échec, restaurant, qu'un échec, acheter un moteur, qu'un échec, payer un machin. Tout était pognon. Hein? Tu ne te démerdais pas tout seul. Arrivé ici, tu as beau faire le chèque, il n'y a personne qui va prendre ton chèque là. Tu prends ton fusil, tu vas chercher ton poisson. Hein? Tu veux boire coco, tu vas aller monter cocotier. Tu veux manger langouste, tu te débrouilles à aller là-bas au récif chercher le langouste. Voilà. Ton moteur il tombe en panne, il faut se démerder. Ici, tu décides de ta vie, de ton destin, de ton avenir. Et surtout, il faut avoir une belle paire de couilles. Bon, d'accord, il faut du courage, mais pourquoi faire? Je voulais faire la pêche, je voulais faire un club de plongée, je voulais faire le noni, je voulais faire les abeilles, je voulais faire la crevette. Alors j'ai dit, tiens, pourquoi s'embêter avec des petits projets? Autant mieux aller sur une échelle un peu plus difficile, voir comment ça se passe au niveau international. Alors il faut voir l'avenir. Hein, pour la petite famille qui vit ici, l'appel maintenant, c'est pas possible. Continuer dans l'appel, c'est...